Bienvenue pour ce 3e numéro de Quick and Dirty, bienvenue au pays des pieuvres qui rêvent et des scientifiques un petit peu timbrés. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez partager des choses chouettes sur Vivant, ça soutiendra ce format. Alors directement une image que vous trouvez cool dans les commentaires, ou alors via le hashtag QND sur Twitter. Et puis j'ai aussi un petit sondage auquel j'aimerais que tu répondes, et je sais que vous adorez donner votre avis. Voilà, et sur ce, c'est parti. Ah... Est-ce encore mon regard d'humain qui est en train de me tromper, ou bien est-ce qu'Heidi la pieuvre, qui semble au repos, est en train de rêver? Derrière cette image que je trouve pleine de poésie, se cache en vérité un bien grand mystère. Et premièrement, on va expliquer un petit peu ce qui se passe quand une pieuvre change de couleur comme ça. Oui, je meuble si j'ai envie. Je suis quand même encore chez moi. Sous la peau d'Heidi se trouvent des chromatophores. Ce sont des cellules pigmentaires. On les voit très bien sur cette image, sur cette petite sèche, qu'on est en train de titiller avec les brosses, visiblement. Les pieuvres, comme tous les céphalopodes, entre autres les sèches et les calmars, ont des chromatophores un petit peu particuliers. À l'intérieur se trouvent des petits sacs élastiques qui contiennent les pigments. Et lorsque le besoin s'en fait ressentir, pour se cacher ou encore communiquer avec des comparses, eh bien nos céphalopodes, par contraction musculaire, vont aller déformer ces sacs élastiques, ce qui va donc changer leur taille, leur forme, et donc induire un changement de couleur. C'est une version un petit peu simplifiée de l'explication, mais c'est l'idée. Bon, c'est très bien, c'est très intéressant, mais elle rêve ou pas? Eh ben j'en sais rien. Voilà. Donc oui, on a très envie de le croire, après tout les pieuvres ont démontré plein de facultés intellectuelles, notamment au niveau de l'apprentissage, c'est juste qu'à l'heure actuelle, il n'est pas prouvé que les pieuvres rêvent. En plus de ça, il faut faire très attention, parce qu'avec notre regard d'humain, comme d'habitude, on a très envie d'y croire, sauf que les céphalopodes sont très différents de nous. Déjà, céphalopodes, ça veut dire qu'ils ont leurs pieds sur la tête. Alors niveau différence, je sais pas ce qu'il vous faut. Dans cette vidéo devenue virale, le biologiste qui commente reconnaît des couleurs propres à certaines situations de la vie des pieuvres, sans rapport avec l'état de repos d'Heidi. Il se permet donc de croire qu'elle rêve, car après tout, c'est aussi à ce genre d'intuition, aussi, que fonctionne la recherche. Mais si en effet les pieuvres montrent de vrais moments de repos, eh bien les éléments pour affirmer qu'elles rêvent sont très minces, notamment parce que ça demanderait de mettre sur la tête des pieuvres des électrodes, et qu'elles sont très douées pour les retirer. On n'a donc pas d'idée des ondes émises par le cerveau, et on se base donc seulement sur le comportement pendant ces périodes-là, donc justement ce qui est visible de l'extérieur seulement. Mais ces comportements semblent quand même bien indiquer qu'il y a plusieurs stades dans le repos chez les pieuvres, un petit peu comme chez nous. Donc par exemple, elles enchaînent des moments où elles sont au repos avec les deux yeux qui bougent, au repos avec un seul œil qui bouge, au repos avec des motifs sombres sur le corps, etc., etc. Le stade qui nous intéresse le plus, le stade REM, que vous connaissez plutôt sous le nom de sommeil paradoxal, eh bien n'a donc pas été mis en évidence chez la pieuvre, mais quelque chose qui ressemble vachement a été repéré chez la sèche, qui est donc sa cousine. Bref, vous l'aurez compris aussi bien que moi, tout ceci n'est donc qu'une affaire à suivre. Oui, c'est sûrement l'image la plus étrange que je vous ai montrée jusque-là, derrière laquelle se cache une histoire, un peu folklore, dont j'ai entendu parler il y a quelques années. Je sais même pas comment introduire, tellement l'histoire est absurde. Donc du coup, ça se passe en Alaska, en 1979, des mineurs sont en train de creuser, et paf. Voilà qu'ils tombent sur un magnifique bison de 36 000 ans, super bien conservé, alors aussitôt, ils appellent l'université de Fairbanks. Le bison est surnommé Blue Babe, en référence au statut se trouvant dans le Minnesota, Paul Bunyan and Babe the Blue Ox. Oui, je sais, ça a l'air bizarre, mais visiblement, c'est la deuxième statue la plus photographiée des États-Unis. USA. Bon, le fait que c'est pas juste une histoire vis-à-vis du folklore américain, c'est parce que Blue Babe est en fait recouvert de cristaux qui se forment dans certaines conditions, la vivianite, et donc qui lui donne une teinte particulière. Alors évidemment, quand je tape sur Google vivianite, donc c'est vert et pas bleu, donc merci la géologie, une nouvelle fois. L'histoire de Blue Babe est donc relativement fâcheuse, puisque c'est une sorte de lion aujourd'hui disparu, qui a mis fin à ses jours il y a 36 000 ans, les chercheurs ont retrouvé des traces de canines sur son corps, et puis au moment de sa mort tragique, ça devait certainement être l'hiver, son corps a gelé, ce qui a provoqué une bonne conservation, et ensuite il s'est retrouvé dans le permafrost, donc là c'est une conservation sur du long terme. Et notre Blue Babe, très bien conservé, est aujourd'hui visible au Museum of the North, qui appartient à l'université d'Alaska, parce que ça se passe toujours en Alaska. Mais attendez, parce que le truc chelou, c'est pas ça. Ça, jusque-là, c'est normal. Dans les années 80, les scientifiques sont en train de s'affairer sur Blue Babe. En gros, ils vont s'occuper de lui pour bien le conserver, ils l'ont déjà calé au congèle, et donc là, ils vont le naturaliser. En gros, ils vont l'empailler. Et là, il y en a un au milieu, il a une idée. Goûtez!
On va goûter, hein Johnson? Je crois qu'on ne devrait pas parce que... Alors est-ce qu'ils avaient envie de faire une sorte de coup de pub, de créer une sorte de petite légende? C'est tout à fait possible, mais toujours est-il que, en théorie, la photo que je vous ai montrée, cette soupe, bah c'est un morceau de Blue Babe. Oui, vous savez bien, c'est un petit peu comme la viande qu'on a tendance à faire maturer quelques mois, voire quelques années, sauf que là, bah, c'est maturé 36 000 ans. Mais faut pas faire ça, les mecs. Ça se fait pas de manger un truc tout périmé. C'est complètement con. Alors d'après les témoignages des scientifiques qui ont goûté, le goût était pas ouf ouf. Et aucun n'est mort. C'est bien les mecs. La science avance. Super. Alors oui, ça paraît super bizarre comme histoire, des scientifiques qui s'agouinent un peu une belle trouvaille, sauf que visiblement ça fait partie des vieilles traditions chez les scientifiques. On retrouve donc quelques histoires contemporaines qui sont un peu de ce style-là. J'ai par exemple cette photo d'un doctorant qui mange son sujet d'étude, qui est une fourmi. Et même Papy Darwin, il goûtait un petit peu à tout. Il a même écrit que le puma, ça avait le goût du veau. Il aurait même fait partie d'un groupe de potes où il goûtait des trucs un petit peu comme ça. Visiblement, le groupe a été dissous après qu'ils aient goûté de la chouette. Non, le hors-sujet du jour n'est pas un tour de magie. C'est de la physique. Facile à reproduire chez vous avec simplement un sèche-cheveux et une balle de ping-pong, ce phénomène s'appelle l'effet Coanda. Et à plus grande échelle, si vous avez un souffleur à feuilles, ça peut éventuellement ressembler à ça. Faut se donner un petit peu les moyens dans la vie. Il s'agit donc d'une bifurcation stationnaire dans un écoulement fluide. Rien compris. En fait, c'est très simple. Lorsqu'un fluide, donc ça peut être de l'eau mais aussi de l'air, suit la surface d'un corps convexe, donc comme la cuillère que vous voyez dans l'extrait que je vous affiche, eh bien le dit fluide va l'épouser et se retrouver dévié de sa trajectoire initiale. Dans le cas de notre balle de ping-pong, c'est ce qu'il se passe. Vous avez donc le souffle du sèche-cheveux qui va vers le haut, la gravité de la balle qui va vers le bas, mais le flux d'air va suivre les courbes de la balle, pour ainsi en quelque sorte l'emprisonner. Alors comme ça, je sais que ça a l'air de rien, et en plus de ça, je sais que vous aimez bien connaître l'utilité des choses, alors mine de rien, ce genre de phénomène chez les fluides peut trouver son intérêt dans les climatisations, par exemple. Alors ce n'est pas tout à fait terminé, puisque vous pouvez remarquer que l'on peut également incliner le sèche-cheveux, et si vous le faites trop d'ailleurs, la gravité va reprendre le dessus, et la balle va tomber. En revanche, si vous penchez juste un petit peu, vous allez voir un autre effet, l'effet Magnus, qui est lui beaucoup plus connu. En effet, c'est ce qu'il se passe lorsqu'un joueur de foot tire un corner, notamment un corner rentrant par exemple, puisque le ballon en fait tourne sur lui-même, ce qui a tendance à dévier sa trajectoire. Votre balle de ping-pong peut tourner sur elle-même lorsque vous penchez le sèche-cheveux, ce qui la dévie, la ramenant dans le flux d'air. Je vous encourage vivement à aller voir les vidéos de Jean-Michel d'ailleurs à cette occasion, puisqu'il fait plein de petites expériences comme ça en famille, qu'il explique, et puis ces vidéos elles ont un petit charme adorable, je trouve. Oui, je sais que vous vous dites, c'est juste une histoire avec un sèche-cheveux, une balle de ping-pong, au fond, ça envoie pas du rêve. Et pourtant, moi je trouve que c'est typiquement ce genre de petites expériences qui nous révèlent la face cachée du monde dans lequel nous vivons. Et ces phénomènes sont finalement ce qui font le monde dans lequel nous vivons. Et qui nous aident à mieux le comprendre. À bientôt pour un prochain Quick and Dirty. Salut!